C'est F. F. F comme Fernand. F comme Fernand. Là, à soir, tu remonteras, vous remontrez Bruno, là, il est complètement démoralisé. Là. Pas cool. Il fait des pains négatifs. Il fait des pains négatifs. Quasiment. Pas vrai. Ben, il fait pas beau. Bon. Gilles. Marc-Antoine, ça fait plaisir. Bonjour. Plaisir. Je suis photographe pour l'événement. OK. Et je vais juste vous expliquer la nouvelle procédure pour les photos. Je vais limiter la prise de photo au moment où vous serrez la main des participants. OK. Et je coupe les photos jusqu'à la pose de questions. Donc, est-ce que ça vous va? Ben oui. Parfait. C'est juste pour ne pas déranger personne. OK. Merci. Tout le monde a des chances. Merci. Oui, Merci. merci. T'en as-tu déjà de prix? D'ici? As-tu des photos de prix déjà d'ici? Non. Ok, tu viens juste d'arriver. Exactement. Merci. Ben, Tu veux qu'on fasse une pyramide dans la Gilles, on fait une pyramide en avant 4 pattes? Gilles, plaisir. Bonjour. Marc-Antoine. Martin. Bonjour, Martin. Bonjour, Martin. Bonjour et bienvenue au cours de planification financière personnelle. Préférez-vous les instructions en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour m'indiquer les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes à la présentation. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question durant cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université à risque d'être disqualifié de la compétition. J'aimerais demander au public d'éteindre votre téléphone cellulaire, s'il vous plaît. Je vais maintenant laisser le juge se présenter et ensuite, vous pouvez débuter votre présentation. Merci. Bonjour, bon matin. Mon nom est Gilles Simard, je suis le directeur régional du groupe Investors ici au Saguenay. Ça fait 25 ans que je travaille dans l'industrie de la planification financière et on a un bureau ici qui a plus d'1 milliard d'actifs sous gestion. Alors, on est prêt à vous écouter. Bonjour, Marc-Antoine Reid, je suis collègue de Gilles Simard, directeur régional au groupe Investors aussi, au bureau Québec-Le Bourgneuf. Ça fait maintenant 18 ans là, que je suis dans le secteur des services financiers. Bonjour, mon nom est Martin Dionne, je suis directeur régional également au niveau de Terrebonne-Lachenay. Puis ça fait plus de 15 ans que je suis dans les services financiers. Donc, bonjour à vous. Merci d'être venu aujourd'hui, Monsieur Couture et Mme Campbell. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On a une présentation à vous faire suite au dernier rendez-vous qu'on a eu ensemble. Vous nous avez adressé quelques questions par rapport à votre planification financière, soit sur la retraite, aussi pour votre fils Logan, ainsi que plusieurs incertitudes reliées au niveau fiscal. Donc, on est ici pour éclaircir cette confusion-là, pour vous donner une chance de bien comprendre ces principes-là. Puis, félicitations, vous allez être capable de prendre votre retraite officiellement à 60 ans, à l'âge que Mme Campbell aura. Pour commencer, je vais nous présenter. Je me présente Simon Gélina, mon collègue Jonathan Ouellette, ainsi que ma collègue Marianne Gélina. Vous me connaissez déjà, bien évidemment. Étant donné qu'on s'est déjà rencontrés, est-ce que vous nous permettez de vous appeler par vos prénoms? J'imagine qu'on est rendu à ce niveau-là. Donc, pour commencer, je vous présente le plan de la rencontre. On va parler de votre retraite, des différents aspects fiscaux de la finance. Puis on a noté quelques options qui est intéressant de mentionner, qu'on va avoir dans la classe autres éléments. Puis on va préparer notre prochaine rencontre justement par la suite. Pour commencer, vos valeurs. On a tenu compte de 3 de vos valeurs pour préparer votre planification financière complète.
soit la famille, le voyage, ainsi que les sports. On a noté plusieurs éléments que vous nous avez donnés, dont la situation de Logan, que vous voulez justement cotiser un REER pour l'aider rendu à l'école supérieure. Ensuite, vous voulez lui laisser un bon legs. Ça, on l'a tenu en compte. On a tenu en compte les voyages. Vous voulez vous acheter un bateau à la retraite pour voyager durant l'année. Donc ça, on a pris ça en compte. Puis, par-dessus ça, vous aimez beaucoup le ski. Donc, on a pris en compte que vous faisiez beaucoup de sport. Puis, en même temps, il n'y a pas juste le ski que vous allez faire. Donc, notre planification financière est basée sur vos valeurs qui sont présentes ici. Donc, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? C'est pour avoir 5 modalités que vous vouliez maximiser votre situation financière tout en payant moins d'impôts et en s'assurant d'épargner suffisamment pour la retraite. Donc, commençons d'abord par regarder le plan de retraite. Quelles vont être vos sorties de fonds et vos entrées de fonds? Donc, sur la prochaine diapositive, on va voir vos sorties de fonds. Si vous pouvez bien changer. Parfait. Donc, les dépenses que vous avez dit qu'en ce moment, vous avez approximativement des dépenses de 143 000 $. On a tenu ce chiffre-là qu'on a capitalisé à un taux de 2 parce que c'est le taux moyen là, sur le marché jusqu'à la retraite. Vous nous avez demandé de faire une planification avec 100 de vos dépenses que vous allez avoir à vos retraites. Par contre, ce n'est pas possible. Donc, on a diminué à un taux de 90 votre train de vie que vous allez être à la retraite. Et en faisant ça, ça va vous permettre de réaliser là, tous vos rêves qui sont de vous acheter un nouveau bateau puis de parcourir là, différents pays pendant une dizaine d'années lorsque vous allez prendre votre retraite. Le bateau ici à 250 000 à la retraite. Le R3E, on vous conseille de cotiser. Mon collègue Simon va vous en parler plus tard. C'est un véhicule qui apporte beaucoup de rendement. Donc, c'est pour ça que durant les 5 premières années, on vous conseille de cotiser environ 4 000 $. Et pour la 6e année, dans le fond, pendant un an de temps, on vous conseille de cotiser 2 000 $. Pour la carte de crédit, on vous conseille de la rembourser cette année, 2 100 $. Pourquoi? Parce qu'on sait parfois que les intérêts peuvent être élevés. Donc, vous avez les liquidités nécessaires pour faire un remboursement immédiat. Donc, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Pour les entrées de fonds, vous avez vos salaires qui sont combinés de 225 000 $. On soustrait à ça les cotisations de REER. La RRQ, on vous conseille de la prendre à 65 ans. Pourquoi? Parce que la plupart de vos rêves que vous voulez vivre sont au début de votre retraite. Donc, en le prenant tôt, ça vous permet de réaliser ça. Excusez-moi. Non, oui. Pourquoi pas le prendre à 60 ans? Parce qu'on voit qu'il y a une grosse différence entre 60 et 65 ans. C'est plus avantageux pour vous de le prendre à 65 ans. Et on considère que c'est quand même assez tôt dans votre retraite. Même chose pour la pension de sécurité de vieillesse, donc à 65 ans. Et pour le RPDB, à 60 ans, on a fait un calcul. Là, vous nous avez dit que c'était 3 que votre employeur cotisait. Donc, approximativement sur environ 38 ans d'année de travail, ça va vous faire 17 100 $ à partir de la retraite. Donc, pour les revenus de location, on a considéré comme quoi que vos parents vont vous vendre le duplex. Donc, vous allez avoir environ des revenus de 15 000 $ par année. Pour la vente de la maison, on vous conseille de la vendre dans 43 ans, ce qui va vous donner l'âge à vous, Alice, d'environ 75 ans. On a pris en compte, là, on a capitalisé pendant 43 ans un taux de 2 La valeur de la maison va être environ de 1,1 million $. Les options qui pourraient s'offrir à vous à ce moment-là, pourquoi pas déménager dans le duplex que vous possédez. Vous allez l'avoir en main, c'est quelque chose que vous allez pouvoir habiter à l'intérieur et vous allez pouvoir continuer à avoir un revenu de location pour le duplex. Pour le bateau, vous nous avez dit que vous désiriez là, acheter un nouveau bateau à la retraite. Donc, dans 28 ans, on a calculé environ que la valeur, avec la dépréciation, ça va être environ de 5 000 $. Et pour le deuxième bateau, après 10 ans, la valeur va être environ de 200 000 $. Donc, il va y avoir une dépréciation d'environ 150 000 $. Donc, pour la fiducie testamentaire, vous nous avez demandé de nous informer si c'était quelque chose qui pouvait être intéressant pour vous. Vous nous avez parlé que vous avez déjà un testament qui est holographe. C'est quelque chose de bien. Mais avant d'embarquer dans la fiducie qui est testamentaire, il y a des frais qui peuvent être encourus, qui peuvent être élevés. On vous conseillerait d'abord de faire un testament notarié. Pourquoi? Parce que lors du décès, les processus qui vont être engendrés vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles. Oui, il va y avoir des frais de notaire, mais ça va être quelque chose qui va être certain parce qu'avec un testament ou autant une fiducie, ce qu'on veut, c'est réaliser vos vœux. Donc, en premier, avant d'embarquer dans une fiducie testamentaire qui peut être onéreux parfois, on vous conseille de faire un testament qui va être notarié. Par rapport au testament notarié, également, le principal avantage avec les testaments holographes,
c'est que les frais en cas de conflit lié à la succession, ben, ça va être beaucoup moins élevé parce que c'est tout plus clair et c'est non contestable ou presque pas contestable pour les gens. Donc moi, ben, comme vous avez constaté, je ne suis pas juste ici pour changer les diapositives. Je vais vous parler plus de l'aspect fiscal pour le transfert du duplex que vos parents, vous, Alice, veulent vous transférer. Donc, premièrement, vous avez demandé de vous parler de la meilleure façon pour limiter l'impôt à payer. On sait l'impôt aime avoir tout son argent, mais elle a aussi un principe qu'on impose $1 seulement qu'une fois. Par contre, à certains moments, si on fait des transactions entre membres de la famille ou membres apparentés, on peut avoir des situations de double imposition. Donc, c'est pour ça que si vos parents vous lèguent le duplex ou vous le cèdent avant que vous preniez, avant leur décès, l'impôt veut que vous fassiez la transaction à la valeur marchande de du duplex. Cependant, avec vos parents, leur exemption de gain en capital, ce qui fait, c'est à cause qu'ils ont habité ce duplex-là pendant toutes ces années-là, ça peut enlever l'impôt que vos parents auraient à payer. Donc, on peut se permettre un montant un petit peu plus grand. Puis, le duplex, au coût d'acquisition de vos parents, si on le vend à ce montant-là, ben, vous allez vous faire imposer un prix de base ajusté du prix de base qu'eux ils avaient payé dans le temps. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un petit peu de double imposition. Par contre, avec leur exemption de gain en capital, ça vous permet de contrer cette double imposition-là. Je ne sais pas si j'ai super bien expliqué, je pense que je me suis enfargé un petit peu dans mes mots. Par contre, étant donné que vos moyens ne vous permettent pas de l'acheter au coût que vos parents... ben, si jamais il y avait la situation que vos moyens ne vous permettent pas de l'acheter au coût que vos parents l'avaient payé dans le temps, on vous propose aussi de le transférer à un prix qui satisfait votre budget. Puis là, à ce moment-là, vous auriez un petit peu de double imposition, mais vous pourriez avoir l'immeuble à ce prix-là. Puis maintenant, pour la situation de votre entreprise. Vous savez, tout à l'heure, ma collègue Marianne vous a dit qu'on devra peut-être baisser votre train de vie à la retraite, votre niveau de vie, à 90% de ce que vous faites présentement. Par contre, on n'avait pas encore parlé de la possibilité pour vous, à votre retraite, de vendre votre entreprise. Donc, l'entreprise que vous avez, c'est quand même un gros chiffre d'affaires de 700 000 par année. Vous pensez peut-être avoir une croissance pendant les prochaines années. Ça pourrait être très bon de la vente, puis vous pourriez peut-être recevoir un bon prix, d'autant plus que vous détenez 60% de cette entreprise-là. Donc, si jamais vous la vendez, vous pouvez si jamais vous vendez votre entreprise, vous pouvez vous amasser des fonds de plus pour votre retraite, qui pourrait atteindre un niveau de vie de 100% comme vous voulez, puis même laisser un héritage à votre enfant légal. Pour ce qui est de salaire versus dividende, on sait présentement que vous versez des salaires, on pense que c'est la bonne chose à faire. Puisque vous versez des salaires, vous pouvez cotiser au RQAP. Il y a des coûts pour ça d'environ 10%, étant donné que vous êtes propriétaire de votre entreprise et salarié, donc vous payez les deux cotisations annuelles. Puis, vous maximisez votre RQ et ça vous permet de cotiser à un REER. Le RQAP, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de prendre un congé d'assurance, un congé parental, si jamais vous en avez besoin. On sait, vous avez un enfant, peut-être que vous en voulez un autre, ça pourrait être très bien. Puis, on a constaté aussi que vous avez 25 000 en placement dans votre entreprise. Vous pourriez le mettre à l'abri des créanciers en mettant en place une société de gestion. Ça, c'est si jamais l'entreprise va un petit peu moins bien, vous pourriez peut-être avoir des créanciers qui vont venir chercher ce que vous leur donnez.
Ça, on ne veut pas qu'ils puissent toucher à tout votre avoir. Donc, ce 25 000 $-là, si vous le mettez dans une société de gestion, ça va limiter les créanciers. Ils vont pouvoir seulement aller chercher leur dû sur la valeur de l'entreprise, puis ça va mettre cet argent-là à l'abri. En plus que vous comptez avoir une plus grande croissance de l'entreprise, si vous maintenez toujours le même salaire annuel que vous versez, ça pourrait être très bien de vous verser un dividende à la hauteur de 60 des BNR si vous ne voulez pas les réinvestir dans l'entreprise pour encore favoriser la croissance. Mais vous allez pouvoir mettre ça dans votre gestion. Bon, maintenant, M. Couture, Mme Campbell, on va parler de fiscalité. C'est la partie un petit peu moins le fun de la présentation. On est rendu à la partie le fun, les finances. Ici, on va vous expliquer exactement ce qu'il faut faire pour maximiser votre côté fiscal, mais de la façon le fun. Ce n'est pas le côté qui est redondant, qui est plus écrit. Ça, c'est le côté en chiffres que vous allez comprendre facilement, que vous allez aimer qu'on vous explique. Nous, ce qu'on vous conseille, premièrement, c'est de transférer, pour vous, Simon, 35 000 $ dans votre CELI en date d'aujourd'hui. Ce montant-là, vous allez le prendre dans votre argent, vous allez dans un compte non enregistré. Donc, ce compte-là, du moment que vous faites du rendement sur vos placements, vous allez être imposé là-dessus. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de l'envoyer dans le CELI directement. Vous allez pouvoir faire accroître votre CELI tout le long jusqu'à votre retraite, jusqu'au moment du décaissement, en sauvant sur l'imposition la stratégie la plus avantageuse dans votre situation. Pour vous, Alice, c'est de transférer 30 000 $ dans le CELI. Étant donné que vous aviez déjà cotisé les deux, on va chercher le maximum qu'on peut dans le CELI. Puis, dans le fond, à partir de ce moment-là, à chaque année, il va être important de transférer le montant maximal qu'on peut dans le CELI à chaque année, tout en priorisant votre REER que je vais vous expliquer à l'instant. Vous êtes intimidant, comprenez-le. Au niveau du REER, Simon vous dit de maximiser le REER à 17 100 $ par année, soit le maximum de votre cotisation annuelle, afin d'aller chercher le plus de votre retour d'impôt, soit un taux de 41 % en moyenne. Ce 41 %-là, vous allez aller chercher. Ce qui vaut la peine, c'est que vous allez pouvoir le placer aujourd'hui pour le sortir plus tard, mais pendant tout ce temps-là, vous allez faire du rendement là-dessus. Cotisation supplémentaire de 7 806. Ça, c'est le montant que vous allez avoir à cotiser de plus à chaque année. Le montant supplémentaire que vous ne cotisez pas présentement. Puis pour Alice, ça va être un montant de 23 400 $. Ce montant-là sera optimisé justement pour vous qui faites un montant de 130 000 $. C'est très important d'aller chercher le maximum sur vos REER. Puis pour vous, vous faisiez déjà des bons paiements, donc félicitations de ce côté-là, ce ne sera pas très compliqué. Seulement 2 500 $ de plus à cotiser à votre REER. Donc comme le CELI, on essaie d'atteindre le plafond pour le REER, mais prioriser le REER avant le CELI, c'est très important. Puis ça, vous pouvez les cotiser avec vos liquidités excédentaires que vous avez à chaque mois. Mais on a aussi constaté que sinon, vous aviez un montant quand même important d'épargne qui était non enregistré, qui n'avait pas de REER dessus, absolument rien. Donc, on peut le transférer dans ce REER-là à chaque année. Pour continuer là-dessus, le REER de Logan, on a constaté que vous aviez 15 000 $ en valeur marchande. Donc ça, c'est de l'argent qui a pris de la valeur avec le rendement. Pour faire ça vite, pendant les 10 dernières années, vous avez cotisé 750 $ annuels dans votre REER avec une subvention de 30 %. Cette subvention-là va être disponible seulement aux études supérieures. Par contre, en faisant le cumulatif de tout ça, on a constaté un rendement annuel moyen de 9,26 %. Félicitations, ce rendement-là est excellent, étant donné qu'on a une décennie qui est en forte croissance. Mais à partir d'aujourd'hui, la stratégie, vous auriez pu cotiser le maximum, soit 2 500 $ par année dans votre REER. Nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'aller chercher les montants que vous n'avez pas cotisés pour aller chercher le maximum. Donc, pendant 5 ans, on met 5 000 $. Puis après, à la 6e année, on va chercher le maximum, soit 3 250 $. Pour aller chercher un montant maximal de 36 000 $ qui va vous donner accès au maximum des subventions que le gouvernement peut vous donner, soit 10 800 $. Donc,
Avec tous ces calculs-là, aux 18 ans de Logan, celui-ci a en sa possession 58 000 $, un montant qui n'est pas négligeable, croyez-moi. Maintenant, au niveau des portefeuilles de placement, on a analysé vos portefeuilles à votre demande. Simon, pour vous donner l'idée, votre portefeuille actuel avait à peu près 70 % en obligations et 30 % en actions. Vous nous avez parlé que vous vouliez un portefeuille principalement composé de revenus fixes, chose qu'on a fait étant donné que vous n'aviez pas de revenus fixes outre les obligations. Donc, votre nouveau portefeuille consiste en un portefeuille de placement qui va d'être 80 % en obligations et en revenus fixes, quelque chose qui va venir sécuriser vos placements en vue de la retraite, étant donné que vous ne voulez pas courir le risque de perdre cet argent-là. Puis au niveau des actions, on va mettre 20 % de votre valeur qu'on va mettre 15 % en actions canadiennes et 5 % en actions États-Unis, juste pour varier un petit peu puis aller chercher un petit peu de rendement avec ça. Puis on est conservateur là-dessus. Le placement devrait apporter 3 % de rendement annuel, mais c'est possible que ça en fasse plus. Maintenant, pour Alice, c'est le même principe, sauf que vous voulez avoir plus de rendement, vous voulez y aller du côté plus risqué. Donc, on y va avec un portefeuille 60 % revenus fixes et obligations et 40 % actions, qui va être constitué sensiblement de la même chose, sauf qu'on ajoute les actions mondiales dans le lot pour le côté risqué. Ce portefeuille-là, on l'évalue à 6 % annuel, puis peut-être plus, peut-être moins, on ne peut pas le garantir, c'est sûr. Maintenant, au niveau des assurances, rapidement, Simon, gardez vos assurances que vous avez présentement, c'est excellent. Puis pour Alice, on vous conseille de prendre une assurance vie de 3 millions pendant 30 ans, soit jusqu'à la retraite, pour être sûr que s'il arrive un imprévu, vous allez être en bonne position. Puis on vous conseille tous les deux de prendre une assurance maladie grave de 100 000 $ pour vous protéger. Puis, madame, on vous conseille de prendre une assurance invalidité qui va venir combler votre salaire que vous faites présentement, une assurance invalidité qu'on considère qui va coûter entre 3 000 et 5 000 $ annuels pour vous protéger à un montant d'environ 100 000 $ de façon annuelle. Donc, continuons. Le temps s'écoule, donc on va le faire rapidement. Si vous avez des questions, on va pouvoir y retourner durant la période de questions. Donc, vous avez demandé, est-ce que ça serait important de faire un contrat de cohabitation parce que vous êtes présentement conjoint de fait. Un contrat de cohabitation, c'est fort simple, c'est comme un contrat d'union de fait. Donc, ça définit si toutefois il arriverait quelque chose en cours de route à votre couple. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut arriver des bonnes surprises comme des mauvaises surprises. Donc, c'est important de bien définir comment va être le partage des biens. Ça va être quoi les modalités de paiement. Vous avez possibilité de le faire verbal ou écrit. On vous conseille de le faire en notarié. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile si toutefois il arriverait quelque chose. On sait très bien que dans ces moments-là, ça peut être plus difficile. Il peut y avoir quelques chicanes. Donc, en ayant un notaire et de le faire de façon écrite, c'est toujours mieux. Donc, pour la prochaine rencontre, on va la planifier un petit peu. C'est sûr qu'on va s'assurer de faire un bon suivi de vos besoins. C'est sûr que votre planification est à jour. Si jamais vous avez un nouvel enfant ou quelque chose comme ça, c'est certain que c'est des événements qu'il va falloir prévoir. Un mandat d'inaptitude, il faudrait peut-être y revenir, ça pourrait être très important. On va aussi établir votre valeur d'entreprise au moment de la retraite, puis établir si c'est une... Avez-vous des questions? Alors, première question. Vous avez parlé que dans un compte non enregistré, on est imposé immédiatement sur les placements. Est-ce qu'il y a une méthode dans les comptes non enregistrés qu'on pourrait reporter l'impôt à plus tard? C'est une très bonne question. En fait, il faudrait qu'on vérifie cette information-là, sauf que présentement, dans votre intérêt personnel, c'est mieux d'aller chercher le plus au niveau fiscal, soit en cotisant au REER ou au CELI, le montant maximal que vous pouvez aller chercher. Puis, juste pour élucider un petit peu cette question-là, c'est seulement le rendement qui va être imposé sur votre montant qui est dans le compte non enregistré. OK. Puis au niveau de la retraite, la RRQ, la pension de vieillesse, le fonds de pension, et tout, les REER qui vont se transformer en fer, ça, c'est tous taxables. Puis vous poussez beaucoup sur le fait de, dans le fond, maximiser les REER, mais versus le CELI,
pourquoi est-ce que le REER, c'est mieux de maximiser le REER versus le CELI, puis focuser plus sur le REER que le CELI avant et pour la retraite? Parce qu'on préfère, on préfère reporter l'impôt. L'impôt qu'on paye maintenant, si on ne la paye pas maintenant, on peut faire du rendement sur cet impôt-là qu'on n'aurait pas pu faire en le versant tout de suite à l'État. Donc, si on le verse seulement dans 20, dans 30 ans, comme dans cet exemple-ci, si on le verse seulement dans 20-30 ans, on peut faire 30 ans de rendement sur un montant qu'on n'aurait pas eu si on l'avait versé immédiatement. Merci. Deux petites questions. Vous mentionnez que mes parents n'auront pas d'impôt en nous laissant le duplex pour la totalité de... Oui, c'est ça. La deuxième, est-ce que finalement, je pense qu'on n'a pas parlé, au niveau de la fiducie testamentaire, est-ce que c'est quelque chose que vous me recommandez ou pas? Si je peux y aller, dans le fond, présentement, on ne vous conseille pas de le faire parce que vous avez un testament REER et un autre document que j'oublie le nom, mais ces documents-là coûtent beaucoup moins cher que la fiducie. Donc, c'est pour ça qu'en premier, on vous conseille vraiment de faire le testament notarié parce que vraiment, vous pouvez écrire là, c'est quoi vos vœux. Par la suite, si vraiment vous pensez que vous voulez avoir une fiducie, lors de la prochaine rencontre, on va pouvoir s'en discuter, mais pour présentement, on vous conseille juste de faire un testament qui est notarié. Si je prends votre assurance invalidité à 3 500 $ de prime par année, est-ce que si je tombe invalide, les prestations que je vais recevoir, ça va-tu être imposable ou pas? En fait, ça ne sera pas... Oui, ça va être imposable. En fait, les prestations que vous allez avoir du côté de l'assurance invalidité, ça va être imposable. C'est sûr que présentement, vous avez un montant qui est moindre à votre salaire, qui est de 95 000. Donc, vous allez être imposé au montant total de 57 000. C'est sûr que nous, ce qu'on peut vous recommander, c'est d'y aller pour une petite hausse, une assurance invalidité en surplus pour venir combler justement cet espace-là qui est entre votre salaire et votre revenu sur l'assurance invalidité. Mais oui, très bon point. Mais je parle de mon épouse Alice. Oui. Elle n'a pas d'assurance invalidité. Non, c'est ça, il faut en prendre une. Oui. Est-ce que si elle se prend une assurance invalidité, est-ce que la prestation va être imposable ou pas? Non, parce que vous allez l'avoir payé avec de l'argent libre, avec de l'argent déjà imposé que vous avez reçu. Okay. Alors, vous ne trouvez pas que c'est peut-être beaucoup de m'assurer pour 100 000 par année? En fait, si vous trouvez que c'est trop, nous, on a regardé pour un certain produit. À une prochaine rencontre, on peut évaluer le montant que vous auriez besoin. Moi, j'aimerais ça. Ça serait une bonne idée peut-être de le faire selon votre montant net que Alice gagne présentement. Ça serait un bon point. Ça coûterait moins cher. Oui, c'est Sûrement. sûrement. Merci. Peut-être une autre question? J'ai le temps. Quand vous parlez, vous voulez mettre 40% revenu fixe, 60% revenu fixe, 40% en action. Oui. Qu'est-ce que vous me recommandez au niveau du non enregistré, du CELI puis du REER? Est-ce que vous avez pensé à une répartition où on fait 60-40, 60-40, 60-40? Très bon point justement là-dessus. Étant donné que vous allez faire du rendement, c'est plus avantageux au niveau de vos paiements d'impôts d'y aller en privilégiant le CELI au niveau des actions. Donc, plus il y a de rendement, plus vous allez payer d'impôts. Si vous mettez ça dans votre CELI ou dans votre REER, ben, dans le cas du CELI, vous ne paierez pas d'impôts tout simplement. Puis dans le REER, ça va être remis à plus tard. Puis on pourrait privilégier le côté non enregistré pour les titres qui sont à revenu fixe, qui sont généralement moins rentables, qui offrent moins de rendement. Donc à ce niveau-là, vous allez maximiser. Par contre, si j'aurais du gain en capital, je ne paierais pas d'impôt annuellement. Bravo, merci. Don't care what it costs.